Déjà ministre des Relations internationales et de la francophonie depuis octobre 2018, Nadine Giraud s'est vue confier aussi la responsabilité du ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration. Ça, c'était en juin 2020. C'est une ministre qui a la parole rare. Elle a été coprésidente du groupe d'action contre le racisme. Nous avons voulu lui poser 2-3 questions. Je vous propose de retrouver la ministre Nadine Giraud tout de suite. Je dois déjà vous dire mon plaisir de vous avoir parce que la dernière ministre de l'immigration qui, en l'occurrence, nous a parlé lors du mois de l'histoire des Noirs, c'était Madame Yolande James, et c'est avec beaucoup de plaisir que moi je vous reçois aujourd'hui. Puis je vais commencer par cette question. J'ai écouté votre adresse lors du mois de l'histoire des Noirs début du mois de février. Est-ce que vous pouvez un peu nous dire quelle est votre relation avec ce mois-là, comment vous le vivez? En fait, ma relation avec ce mois-là date d'il y a quelques années déjà parce que moi-même, j'avais été une des lauréates du mois de l'histoire des Noirs. À l'époque, on avait un calendrier encore papier. Là. Et donc, j'étais une des lauréates. Et je dois vous dire que quand on m'avait contacté pour ce prix-là, je n'étais pas vraiment au courant du mois de l'histoire des Noirs. Et je pense que j'étais probablement pas la seule à Montréal, pas la seule Noire non plus. Au Québec, parce que ce n'était pas aussi connu que ça l'est maintenant. Mais je trouve que c'est une excellente initiative et je trouve que c'est vraiment un moment à la fois de réflexion, mais aussi à la fois de discussion, de communication, de succès, de reconnaissance aussi des succès, des efforts, des défis de la communauté noire au Québec. Et pas juste pour les Noirs, c'est surtout ça que j'apprécie beaucoup, c'est que ça nous permet de le communiquer à toute la communauté du Québec, à toutes les communautés du Québec. Et de plus en plus, on voit que toutes les communautés, que ce soit noir ou blanc, commencent à vraiment célébrer le mois de l'histoire des Noirs. Ça devient un peu naturel maintenant, ou beaucoup plus instinctif qu'on parle du mois de l'histoire des Noirs. On sait ce que c'est que le mois de l'histoire des Noirs. Ça nous permet vraiment de mettre en évidence nos beaux succès, de faire connaître notre histoire. Tout à fait. Et justement, vous avez utilisé le terme célébrer ce mois. Et j'avoue que ce mois de février 2021, il arrive, vous êtes au ministère de l'Immigration, de l'Inclusion depuis juin 2020. Et on sait que, bon, voilà, vous l'avez pris à un moment donné où on ne peut pas dire que dans la société, les choses allaient bien dans notre relation de vivre ensemble. Il y avait des choses je vais dire, à atténuer. Et votre venue, on a dit, ça va atténuer un peu le discours. Est-ce que c'est comme ça que vous le ressentez? Moi, je pense que mon objectif, quand j'ai pris le ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration, d'avoir un très, très beau ministère, j'ai été très choyée que le premier ministre me confie ce ministère-là, parce que j'en ai déjà un autre. Là. Tout à fait. Mais j'étais très, très contente qu'il me confie. Et mon objectif, c'est de faire en sorte de simplifier ces processus-là, de faire en sorte que la personne qui immigre, l'immigrant, l'immigrante, la famille immigrante, voit sa vie un peu plus simplifiée dans son processus d'immigration. Donc, c'est pour ça qu'on a mis en place d'ailleurs beaucoup de programmes différents, des programmes d'accompagnement, parce qu'on veut vraiment prendre les gens par la main et les aider à passer à travers tout ce processus d'immigration-là. On a mis aussi beaucoup d'impact à l'intérieur des différents réseaux dans les régions pour faire en sorte que quelle que soit la région où on veut s'installer comme immigrant au Québec, on a du support localement. On a des gens localement qui peuvent nous aider à trouver de l'emploi, à trouver du logement, à s'intégrer à la société. Donc, c'est vraiment, on fait beaucoup d'interventions et on met beaucoup d'argent. On prend même vraiment les moyens pour faire en sorte que les immigrants qui arrivent soient mieux positionnés et on les aide à s'implanter. Vous avez parlé de l'immigration, effectivement, pour l'année 2020, vous êtes arrivé, il y a eu un certain nombre de programmes, mais on sait aussi que cette pandémie
qui nous est tombé tous dessus a changé quelque peu les choses. Et je viens de le dire. Qu'est-ce que ça a changé dans votre politique d'immigration? En fait, ce que ça a changé, le gros changement, je vous dirais, c'est qu'on a accueilli beaucoup moins de personnes, immigrants, qu'on voulait accueillir cette année. Tout simplement parce que bon, les frontières ont été fermées, comme vous le savez très bien. Là, les frontières ont été fermées très tôt dans l'année. Donc, on a accueilli moins de personnes. Mais il reste que il est prévu toujours en 2021, on va accueillir le nombre d'immigrants qu'on voulait accueillir, entre 44 500 et 47 500 à peu près. Et en plus, on va faire aussi un ajustement pour récupérer ce qu'on n'a pas pu accueillir l'année passée. Donc, on va ajuster sur les 2 prochaines années pour s'assurer qu'on accueille vraiment le même nombre d'immigrants. La COVID a eu un gros impact au niveau du nombre d'immigrants qu'on a accueillis et aussi du nombre de personnes dont on a pu s'occuper parce que les frontières étaient tout simplement fermées à l'immigration. Alors, vous avez, notamment par rapport à ça, je parlais de cette pandémie, un gros dossier, Madame Giraud, c'est celui des travailleurs essentiels. Dont on a beaucoup évoqué, je dirais, cette espèce de séparation entre, dans les travailleurs essentiels. Beaucoup, le personnel de première ligne a été régularisé, puis il y a un certain nombre de personnes qui ne l'ont pas été. Et on vous a, je dirais, accusé, pas vous personnellement, mais le gouvernement, de ne pas faire preuve de beaucoup d'empathie. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Écoutez, vous savez, le programme des travailleurs essentiels, le programme des anges gardiens, comme on les appelle, a été mis en place en décembre, a été lancé en décembre. Donc, c'est encore tout récent. On a encore des demandes, des dossiers qui continuent à rentrer. Dans ce cadre-là, on voulait reconnaître de façon très spécifique et de façon très particulière les gens qui ont vraiment été aux premières lignes. Et si on se souvient de la première vague, c'était vraiment ça. C'était la première ligne. À l'époque où on avait des gens qui désertaient leur poste ou des gens qui étaient malades de la COVID eux-mêmes ou qui avaient des parents qui étaient malades de la COVID. Donc, on avait un besoin de vraiment combler beaucoup de postes de ces travailleurs-là qui étaient collés sur nos personnes, nos aînés et sur nos malades. Et ce sont ces gens-là qu'on a voulu vraiment remercier de façon particulière. Maintenant, on a mis en place ce programme-là avec le fédéral. Le programme a été débuté en décembre. Il se poursuit toujours. Les gens ont jusqu'à, je pense, le mois d'août pour présenter leur dossier. On a d'ailleurs mandaté 3 organismes de la communauté noire, la Maison d'Haïti, ALPA et le CSAI, pour justement aider les personnes à présenter leurs demandes au fédéral, pour les aider à préparer cette demande-là. Et le programme est encore en cours jusqu'au mois d'août. Donc, on est vraiment dans les premières semaines de ce programme-là. Donc, on va voir ce que ça va donner à l'échéancier. Mais je veux rappeler que le programme des anges gardiens ou des demandeurs, pour les demandeurs d'asile qui ont été vraiment dans les soins de proximité avec les personnes, les aînés et nos malades, c'est un programme qui ne remplace pas le processus demandeur d'asile. Ça ne fait que l'accélérer pour certaines personnes. Mais ça ne le remplace pas. On ne remplace pas ce programme-là. C'est un programme qui est déjà mis en place depuis de nombreuses années, qui a fait ses preuves, qui est déjà établi au gouvernement fédéral, et c'est un programme qui va se poursuivre. Alors, je sais que nous n'avons pas beaucoup de temps. Je vous remercie d'en avoir quand même trouvé pour moi. Là, il y a un autre gros dossier dont vous avez hérité, qui est votre casquette de coprésidente du groupe d'action contre le racisme. On en a parlé, on a vu votre rapport, vous avez sorti votre rapport, et évidemment, Madame Giraud, je ne peux pas vous revenir sur cette question. Qu'est-ce que vous avez avec le mot, le terme systémique, cette reconnaissance-là, où tout le monde se dit qu'à partir du moment où on reconnaît, on peut commencer à parler? Vous savez, dans le cadre du groupe d'action contre le racisme, mon collègue et moi, mon autre coprésident et moi, avons rencontré plus d'une 50aine de groupes. On est aussi passé à travers une quantité de littérature. Toute la littérature, en fait, existante, des analyses, des études, des mémoires, des rapports.
On en a lu, on en a lu, on en a lu. Quand je dis on, ce n'est pas juste moi, là, on était une équipe, on était 7 députés, mais il y avait toute une équipe derrière ça, derrière nous aussi, qui nous supportait là-dedans. Et une chose est certaine, quel que soit le terme utilisé, parce que je dois vous avouer, il y a certains groupes qui arrivaient en force avec oui, on va appeler ça de telle façon ou de telle façon, de telle façon. Puis, en bout de piste, après une discussion de 5, 6, 10 minutes, on arrivait tous à se dire, OK, mais quelles sont les actions qu'on met en place? Et les actions sont exactement dans le même ordre d'idée que les actions qu'on a présentées au plan d'action. Et ce qu'on veut faire, et je vous dirais que les consensus là, de tous les groupes, c'est que, ah oui, il y a eu plein de mémoires, il y a plein de littérature, mais on ne voit pas de résultats probants. On ne voit pas de résultats concrets. Oui, il y a eu des actions qui ont été mises en place, mais elles n'ont jamais été mesurées. Personne n'a jamais été mis, l'imputabilité n'a jamais été remise sur les épaules de quelqu'un. Et nous, c'est ça qu'on veut changer. Et c'est comme ça qu'on va vraiment faire en sorte de diminuer ou d'éliminer le racisme au Québec. C'est comme ça qu'on va le faire, avec des actions concrètes. Qu'on l'appelle comme on voudra, ce sont des actions concrètes qu'on va mettre en place. Et si on avait fait un débat de sémantique, on serait encore dans le débat de sémantique, en train de faire encore des consultations. On ne voulait pas aller là. C'est pas ça qu'on veut faire. Ce qu'on veut faire, c'est mettre des actions en place, des cibles, mesurer, être imputable. Il va y avoir un ou une ministre de la lutte contre le racisme qui va être nommé très bientôt. Ça va être une première au Québec. Ça ne s'est jamais fait, jamais sous aucun gouvernement. Et cette personne-là va être responsable de mettre en place non pas non pas seulement les actions qu'on a proposées, parce que c'était une recommandation, mais c'était une première recommandation. Il y en a d'autres qui vont venir là. Parce que le travail de ce ou cette ministre-là, ça va être justement de s'assurer qu'on arrête tout ce qu'on voit au niveau du racisme maintenant. Excusez-moi, est-ce que c'est un portefeuille qui vous, je dirais quoi, qui vous plairait? C'est un portefeuille extraordinaire. Vraiment, c'est un très, très beau portefeuille. Maintenant, ça va être au premier ministre, évidemment, de décider qui sera celui ou celle qui va prendre ce portefeuille-là. Je vous dirais, par contre, que j'ai déjà une table qui est très pleine. Très, très pleine. Oui. J'ai 2 gros ministères. J'ai la région des Laurentides au complet. La région des Laurentides, vous savez que c'est 10 comtés. Donc, c'est une grosse table. Mais écoutez, on verra qui sera nommé pour ce beau ministère, pour cette belle responsabilité. Vous avez parlé d'action, on va terminer avec ça, vu qu'on n'a plus beaucoup de temps. Vous avez parlé d'action et ces actions qui sont sorties dans le rapport. Si vous devriez en retenir une seule, à mettre en pratique tout de suite, mais avec un réel impact, quelle serait-elle? Et moi, j'en retiendrais 2, je vous dirais. OK. Parce que quand on a fait nos discussions avec les différents groupes, il y en a 2 qui revenaient tout le temps. Il y en a une qui revenait tout le temps, puis vous devez vous en douter, c'est le profilage au niveau des interpellations aléatoires. Ça revenait tout le temps. C'est d'ailleurs pourquoi la première des actions qu'on a suggérées, qu'on a recommandées, c'était ça. Et la deuxième qui revenait très, très souvent, c'est la représentativité des communautés noires au gouvernement. Puis ça aussi, c'est quelque chose auquel on tient très fort, parce que si on veut donner un exemple, il faut qu'on soit, si on veut propulser ça, si on veut vraiment faire en sorte qu'on envoie des gens de la communauté noire partout, bien, il faut qu'on commence par donner l'exemple nous-mêmes au gouvernement. Au niveau du gouvernement, tout à fait. Oui. Pour parler du profilage, et je vous garantis, on termine avec ça, Madame Giraud, pour parler du profilage, est-ce que le gouvernement aujourd'hui a les capacités, la volonté de mettre un terme ou d'accompagner les différents services de police, je pense à la ville de Montréal, je pense à Repentigny, qu'on cite très souvent, à mettre fin au profilage aléatoire? Comment vous pouvez les accompagner? Écoutez, comment exactement, je ne peux pas vous le dire parce que ça va être la responsabilité de la ministre de faire en sorte que ça se fasse, mais je peux vous dire que la volonté est définitivement là et le premier ministre prend très au sérieux les recommandations du groupe d'action qu'on lui a proposées en décembre. Il prend ça très, très au sérieux. Très au sérieux. Écoutez, je sais qu'on n'avait pas beaucoup de temps, mais je vous dis encore merci. Merci d'avoir pris quelques minutes pour nous parler. Il nous reste encore quelques jours pour les célébrations du mois de l'histoire des Noirs. Un événement que vous avez retenu dans les différentes activités ou que vous invitez les gens à aller, je ne sais pas, visiter virtuellement ou pas?
Bien, plusieurs. En fait, le gala Dynastie qui va se tenir au début mars. Je vous inviterai aussi à consulter mon Twitter parce que chaque jour, chaque 2 jours, je mets en valeur une personne de la communauté noire aussi intéressante. Donc, ça aussi, c'est super intéressant. Puis entre ça, j'ai plein de petites conférences et groupements. Et je fais plusieurs groupes aussi avec des petits groupes, les femmes d'affaires noires ou les femmes. Donc, je trouve ça très, très intéressant. Vraiment très stimulant, le mois d'histoire des Noirs. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie encore et puis qui sait, peut-être à une prochaine. À une prochaine, puis en personne la prochaine fois, j'espère. Ah, je l'espère aussi. Merci à vous. Merci, au revoir. Merci, au revoir.